Nathalie, on a retrouvé Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Vous étiez anxieuse, c'est pour ça qu'on vous avait perdu, Nathalie. Parce que je voulais dire, j'avais la cage thoracique qui se serrait, j'ai le cœur qui bat la chamade, et en même temps, je suis ravie de ce thème que vous avez encore bien choisi, parce que je suis sur le point, moi, de me dire que c'est maladif. Mon anxiété remonte, je dirais, à mon enfance. J'ai toujours entendu. Alors Frédéric Fanger l'a dit tout à l'heure, mais vous étiez peut-être pas à l'écoute, Nathalie. Ce n'est pas une maladie, hein, l'anxiété. D'accord. Mais disons que ça me réduit de plus en plus la vie. Bien sûr. Et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose parce que, comme vous venez de dire, comme Monsieur Franger vient de dire, je n'ai pas envie de la transmettre. Et aujourd'hui, je suis devenue mamie. Je pense que j'ai élevé mes deux enfants dans une certaine facilité. J'avais une fille qui faisait vraiment de la gym à haut niveau, donc c'est très 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 risqué et j'ai toujours su prendre sur moi. Mais par contre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dû à l'âge, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai une maladie auto-immune qui touche la thyroïde, mais en hypothyroïdie. Après le Covid, je sais que ça m'a énormément stressée à beaucoup de niveaux. Et là, aujourd'hui, je disais tout à l'heure donc à votre collaborateur que, par exemple, avec mon petit-fils à qui j'essaie de ne pas transmettre ça, je pense plutôt y arriver, mais par contre, ça me poursuit la nuit. Et ça va me réveiller avec des rêves, je ne sais pas comment, morbides, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Du style, je le promène dans le landau à côté d'une rivière et puis la nuit je vais rêver qu'on est tombé, que c'était boueux, que je suis une bonne nageuse mais que je peux pas le rattraper. Je passe plus du coup dans ce coin-là. Ça m'empoisonne la vie, quoi, vraiment, vraiment. Donc, oui. voilà. En même temps, vos rêves d'abord n'ont rien de prémonitoire et puis peut-être que c'est aussi une manière de libérer de l'anxiété. Hein, donc c'est pas forcément très, même si c'est pas agréable. Frédéric Fanger, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à Nathalie qui nous écoute? C'est notre cerveau archaïque aussi pendant le sommeil. Donc il y a un côté pas mal, c'est que d'envisager des catastrophes comme ça vous donne aussi le bon côté de l'anxiété, c'est-à-dire de prendre soin de votre petit-fils et quand vous l'accompagnez au bord d'un ruisseau, de ne pas aller trop près. Donc encore une fois, alors évidemment c'est gênant parce que c'est trop présent, mais on préfère une grand-mère un peu trop anxieuse qu'une grand-mère qui laisserait se noyer l'enfant dans le bain en téléphonant à sa copine, comme malheureusement on voit souvent arriver. C'est-à-dire que l'absence d'anxiété est dangereuse. Surtout quand on a des responsabilités envers des enfants ou des petits-enfants. Donc, ne voyez pas votre anxiété uniquement comme un ennemi. Essayez à chaque fois de vous dire, finalement, si ces rêves reviennent, c'est parce que sûrement je suis une bonne grand-mère et j'ai vraiment pas envie qu'il arrive ça à mon petit-fils et donc j'ai envie de le mettre, ou ma petite-fille, je sais pas, j'ai envie de le mettre en sécurité. Maintenant, comme beaucoup d'anxieux, on met trop en sécurité. C'est-à-dire qu'on a beau avoir signé l'assurance, on sait qu'on est assuré, que si on meurt, nos enfants toucheront des sous. On continue quand même à avoir peur de mourir, à aller chez le médecin toutes les 2 secondes quand on fait de l'hypocondrie. Je pense à des patients en vous racontant ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'anxieux, il est jamais vraiment rassuré. Au départ, il a les bonnes attitudes. L'attitude de rassurance est bonne parce qu'elle protège. Elle le protège lui, elle protège les autres. Le problème, c'est qu'il n'intègre pas cette rassurance. Il se dit pas à un moment donné, j'ai pris tous les moyens pour que mon petit-fils n'ait pas d'accident. Après, la vie, c'est la vie. Peut-être qu'il aura un accident. D'ailleurs, je serai peut-être plus là ou ça n'aura rien à voir avec moi. Mais en tout cas, moi, j'ai rempli ce que j'appelle mon obligation de moyens. Moi, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas une obligation de résultat dans la vie. Vous avez une obligation de moyens. Donnez-vous les moyens. Informez-vous, allez voir des spécialistes s'il faut, mais vous n'êtes pas responsable de l'évolution de votre trouble. Effectivement, je parle de trouble plus que de maladie, comme le soulignait Brigitte tout à l'heure. Et pensez-vous que cela peut venir de mon enfance où j'ai été face à un père qui était violent, où j'ai rencontré la violence et je suis en hypervigilance. Et je pense qu'avec l'âge, ça je ne sais pas pourquoi par contre, mais ce serait ce côté hypervigilant en fait qui me rend anxieuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les traumatismes de l'enfance sont à l'évidence impliqués dans l'anxiété, pas que, on parlait tout à l'heure de tempérament hypersensible. En fait, l'anxiété, ça va se constituer progressivement. Je dois dire que c'est moi je suis pas psychiatre d'enfant, je suis psychiatre d'adulte, mais je dois dire que, comme on constitue la vie des gens, j'ai rencontré avec une très grande fréquence des anxieux adultes qui avaient été anxieux enfants, soit par un tempérament anxieux, on en parlait tout à l'heure, soit effectivement par des traumatismes psychologiques. Ça peut être une violence intrafamiliale. Ce qu'on rencontre aussi
souvent... Excusez-moi, je vous redonne la parole, mais je précise, demain, on sera avec Bruno Clavier, psychanalyste, et on reviendra sur la question de l'inceste, hein, qui évidemment peut provoquer ensuite énormément d'anxiété. Je vous redonne la parole, Frédéric. D'accord. Donc, justement, ça tombe bien, j'allais parler des traumatismes des cours d'école, qui est probablement un peu moins son sujet, qu'on voit souvent, en particulier en anxiété sociale, avec des gamins qui sont raillés, boudés, mis de côté, moqués, etc. Donc, effectivement, c'est un ensemble de facteurs comme ça, à la fois génétiques, éducatifs, traumatiques, qui vont petit à petit constituer. Mais ce qu'il y a, c'est que l'anxieux se conditionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va, comme je l'expliquais tout à l'heure pour Victoria, sentir le monde ou les choses comme dangereuses et se dire « je n'ai pas les capacités à faire face ». C'est sûr, comme vous le direz certainement demain, que l'enfant, quand il est soumis à des violences, il est dans l'impuissance. Il se dit qu'il n'a pas les capacités à faire face. Après, quand on devient adulte, on n'est plus un enfant, on a les capacités à faire face. Et là, il faut savoir faire face au traumatisme, retrouver les gens traumatisants, leur dire, exprimer notre malaise, apprendre à se défendre et ne plus se retrouver traumatisé, enfin en tout cas le moins possible. Oui, par contre, quand les personnes ne sont plus là, il n'y a que le fait d'aller consulter, parce que si je comprends la situation... Je vais écrire les gens, écrire à leur père, écrire à leur mère, ce qu'ils auraient voulu lui dire ou leur dire lorsqu'ils étaient là. D'accord. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, ça peut être très utile. Oui, on m'avait proposé effectivement, un hypnothérapeute m'avait proposé de faire ça effectivement, voilà. Que j'avais fait et que j'ai brûlé. Et après, alors brûler, je ne sais pas, parce que après, ce qu'on peut faire aussi, si vous avez une personne bienveillante autour de vous, c'est une fois que vous avez écrit vos lettres, d'ailleurs je vous conseillerais d'en écrire plusieurs, parce que souvent les premières lettres qui sortent sont extrêmement agressives, et du coup on va se disqualifier nous-mêmes, on a l'impression d'avoir été trop agressif avec l'agresseur. Donc on peut écrire 2 ou 3 lettres avec des versions plus ou moins agressives, et si vous avez une personne bienveillante autour de vous, vous pouvez lui demander de vous lire la lettre à vous, comme si vous étiez le père ou la mère concernée. Et en écoutant ce que vous auriez dit à votre père ou votre mère, vous allez vous-même vous rendre compte, là j'ai bien fait passer mon message, ou là j'ai été trop agressif, et vous réécrivez votre lettre jusqu'à ce que vous trouviez une forme de lettre qui corresponde carrément exactement à ce que vous avez envie de dire, mais sans agresser l'autre. Comme ça, vous n'aurez pas la culpabilité, parce que ce qui empêche les gens de régler les comptes avec les gens qui les ont agressés, c'est souvent leur culpabilité. La culpabilité liée au moment où on était enfant et qu'on se trouvait responsable de tout. Oui, non. Et puis qu'on va garder adulte, souvent. D'accord. Qui est d'ailleurs pas toujours si simple que ça à décoder, hein, Nathalie, cette culpabilité. Mais on sait très bien que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, quelque part, elle nous donne une capacité à croire qu'on avait quand même un peu de contrôle sur les choses. Parce que si on est un peu coupable, c'est qu'on est un peu responsable. Et c'est en ça que c'est quelque chose de très complexe, la culpabilité, alors qu'en fait, on est absolument responsable de rien en tant qu'enfant. Mais avoir de la culpabilité, c'est se redonner un petit peu de redevenir un peu sujet. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est une mauvaise méthode, parce que non, on est responsable de rien, on est totalement objet quand on a été oui, ça, enfant abusé. Pardon, je vous coupe. Je l'ai un peu intégré quand je suis devenue maman. Et là, j'avais dû consulter d'ailleurs un psychiatre pendant 9 mois, pas plus, parce qu'en fait, il connaissait très bien la famille, et c'était le médecin de famille à l'époque, et du coup, je n'acceptais pas ce qui s'était passé, et là, je voulais plus pardonner ce que j'avais trouvé normal, vous voyez, pendant des années. Mais là, ça m'avait vraiment changé. Il y a une chose peut-être que vous pouvez travailler aussi, Nathalie. Vous êtes maintenant grand-mère, hein, j'ai bien compris. Donc vous n'êtes plus maman, et donc il y a peut-être une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de votre fille ou de votre fils. Hein, je ne sais pas de qui est ce petit garçon. Oui, tout à fait. Je crois que c'est venu il y a 2 ans à peu près, oui. Oui, et donc ça rajoute une sorte de responsabilité plus angoissante peut-être, et c'est peut-être ça aussi qui a réveillé encore plus d'anxiété. Mais bon, c'est une piste, hein, c'est peut-être pas la bonne.
Oui, oui, je pense que ça remonte un peu à ce moment-là. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Du coup, je ne sais plus exactement les raisons pour lesquelles je dois essayer d'aller mieux et retrouver le sommeil, surtout parce que c'est... Et puis, on a beau dire, hein, devenir grand-mère, c'est aussi un pas de plus vers la fin de vie. Hein, et on sait très bien que derrière angoisse, anxiété, il y a quand même notre peur de la mort. Bon, après, c'est évidemment des choses très inconscientes qui sont très compliquées à bien analyser. Merci beaucoup, Nathalie. En tout cas, Frédéric Fangé, je vais vous remercier parce que je sais que vous avez un impératif. Vous pouvez pas rester avec nous jusqu'à 16h et on le regrette bien parce que je pense que Laurence aurait bien aimé vous avoir également en soutien. Je rappelle cette bande dessinée, on en a beaucoup parlé, mais elle est vraiment très intéressante et elle peut se lire en famille. On peut l'offrir, on peut la mettre sur la table du salon pour que votre ado se jette dessus. Ça s'appelle Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes. Merci à vous, Frédéric Fangé. Merci à Catherine Meyer et Pauline Aubry qui sont vos deux collaboratrices pour cette BD. Et puis je vous dis à bientôt, Frédéric Fangé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, Brigitte.